Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Pour la première fois, un malade atteint du virus a été soigné et guéri. La nouvelle a été rendue publique aujourd'hui par le ministre de la Santé au cours d'un point de presse. Le français, langue officielle du Mali, peut parler hors des bureaux et des écoles. Quel avenir pour la langue de Molière dans notre pays à la veille du 15e sommet de la francophonie? Nyanya Aliou Traoré s'est intéressé au sujet dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester sur le RTM et bienvenue au journal. Le président de la République et son épouse sont arrivés en début de soirée à Dakar, au Sénégal, où ils vont prendre part donc au 15e sommet de la francophonie. Mais avant, c'est le départ, bien entendu, du chef de l'État pour Dakar, la capitale sénégalaise, où le chef de l'État participera au 15e sommet de la francophonie. Le chef de l'État a son départ à l'aéroport international de Bamako, c'est nous, accompagné par le Premier ministre et certains responsables, bien entendu, de nos institutions. Ibrahim Boubacar Keïta, qui est donc accompagné de son épouse et qui va prendre part au 15e sommet de la francophonie à Dakar, au Sénégal. À la veille du 15e sommet de la francophonie, intéressons-nous à la langue française, la langue officielle du Mali, la langue du colonisateur, utilisée par l'administration et apprise dans les écoles. Cependant, la langue de Molière est peu parlée au Mali. Un tour à ville nous édifie sur la question. Selon nos interlocuteurs, la langue française est difficile parce qu'elle n'est pas bien assimilée à la base. Nyanya Aliou Traoré. Nous sommes au groupe scolaire de Dar Salam en 6e année, une classe d'examen. La leçon du jour porte sur la géographie. Le fleuve qui arrose le Mali est le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Jusque-là, c'est bon. Mais sortons un peu du cadre des leçons de classe et posons une question d'opinion, comme par exemple, aimez-vous la langue française? Pas de réponse. Et ces autres élèves qui imaginent ce qu'ils veulent devenir? La maîtresse, ministre. Mais au-delà, silence total en réponse au reste des questions posées. Leur cas n'est pas isolé, il représente en grande partie l'école ou dirais-je la formation donnée au sein des établissements scolaires. Tu fais quelle classe? Des fois, on parle bambara, des fois, on utilise le français. Pourquoi? Quand on ne s'exprime pas en bambara, ces élèves ne comprennent pas. C'est dû à la méthode actuelle, qui est le curriculum, qui n'est pas enseigné dans toutes les écoles du Mali aussi, sauf dans quelques écoles publiques. La méthode elle-même n'est pas mal, mais le suivi, il n'y a pas de suivi. Arrivé au second cycle, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de pédagogie convergente. Or, dans les écoles supérieures, on enseigne la pédagogie convergente. Les maîtres aussi, formés en curriculum, ils ont des mutations. Donc, comment remplacer les maîtres formés dans les écoles de départ? C'est un problème. Dans le temps, il y avait une évolution dans les manières. On commençait par le syllabaire. Bon, après, on va en deuxième année. Mamadou et Bineta apprennent à lire et à écrire. Mamadou et Bineta lisent et écrivent couramment. Et après, il y a la famille Diawara qui sert de livre de lecture. Et quand on arrive un peu plus haut, c'est Mamadou et Bineta sont devenus grands. Et on y ajoute les lectures vivantes. Vous voyez? Bon. Dans le temps, parce après les indépendances, on a voulu un peu refuser beaucoup de manuels de ce genre, puisque ça présentait la petite Afrique et la grande France. La petite Afrique et la grande France. Quand il y avait le chasseur traditionnel, par exemple, il était pratiquement nu avec ses flèches, et l'autre chasseur, il était bien équipé. Voyez un peu dans les lectures vivantes et vous allez voir. Ces deux étudiants ont des appréciations différentes de la langue de Molière. Bon, la langue française, pour moi, elle n'est pas difficile tant que ça. Mais le vrai problème se trouve depuis la base, au fait. Je pense que la langue française, elle est un peu difficile parce que
Si nous prenons un point de vue structurel, elle n'a pas la même structure que nos langues nationales, c'est-à-dire nos langues nationales plutôt. Le bambara, le fulfulde et le soninké, les structures ne sont pas les mêmes. Écoutons ces autres étudiants sur la question. C'est facile quand on le voit facile, je dirais. Ouais, je vois la langue allemande plus facile que la langue française. Afin d'améliorer le niveau des enfants, M. Sangaré propose. Je demande de faire un retour, d'appliquer la méthode syllabique. On enseigne d'abord l'alphabet français. Après l'alphabet français, on associe les voyelles et les consonnes pour trouver les syllabes. Après les syllabes, il y a les mots qui viennent. Après les mots, les petites phrases pour apprendre le français. De récupérer les anciens maîtres qui vont à la retraite, former aussi les conseillers pédagogiques et faire un recyclage. Oui, chacun est riche de son passé. Le comité de suivi des engagements de Bruxelles était en réunion ce matin à la primature, une réunion qui visait à faire l'état d'exécution des engagements pris de part et d'autre. Le gouvernement, pour sa part, s'attelle au redéploiement de l'administration et des services sociaux de base dans les régions du Nord, en plus du retour des réfugiés et autres déplacés dans leurs localités respectives, avec l'apport des partenaires techniques et financiers. Mohamed Diarra. Le comité fait le point de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement, notamment dans le domaine de la sécurité, de la bonne gouvernance, la réconciliation nationale. À la lumière des explications des représentants des différents départements ministériels, il ressort qu'à la date d'aujourd'hui, 35 043 réfugiés ont regagné le Bercail et 574 déplacés sont retournés dans leurs localités respectives. Le comité affirme que l'administration est présente dans toutes les régions du Nord, excepté Kidal. En ce qui concerne les services sociaux de base, 75% des écoles sont fonctionnelles et 65% des enseignants sont à leur poste. Et plus de 70% du personnel sanitaire présent dans les régions de Tombouctou et Gao. À ces actions, il faut ajouter certaines réformes entreprises dans le domaine de la justice pour lutter contre la corruption et la délinquance financière. Les choses ont connu une certaine accélération à un certain moment. Des retards ont été constatés pour différentes raisons qui peuvent être liées à des problèmes de sécurité, qui peuvent être liés également à un certain manque de financement aussi également, mais le gouvernement est totalement engagé. La démarche du gouvernement vise à rassurer les partenaires techniques et financiers sur le retour de la stabilité au Mali. Des signaux sont donc là et le processus de décaissement suit son cours normal. En termes d'engagement, le Mali a signé des accords de plus de 191 milliards de francs CFA avec la Banque mondiale, la BOAD, la France et le Canada. Plus de 43 milliards de francs CFA sont décaissés à nos jours. Ces fonds proviennent du Canada et de la Banque mondiale. Les taux de décaissement sont à un niveau qui sont élevés, mais il faut quand même comprendre que ces engagements-là, il y a une partie qui est versée au budget de l'État, à peu près un tiers, et l'autre, les 2 tiers, c'est vraiment géré par les partenaires eux-mêmes. Donc il ne faut pas confondre les choses. C'est pas de l'argent qu'on a remis au gouvernement du Mali, c'est plutôt des activités qui sont menées par les partenaires eux-mêmes et qui sont évalué et pris en compte dans cet appui-là. Pour sa part, le Premier ministre Moussa Mara a insisté sur la transparence des fonds décaissés. Les deux parties se retrouveront le 5 février pour la 5e réunion du groupe de suivi de la conférence des donateurs ici à Bamako. Je vous le disais en début de journal, le président de la République et son épouse sont arrivés en début de soirée à Dakar, au Sénégal, pour prendre part au 15e sommet de la francophonie. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le président Macky Sall et son épouse. Dakar abritera pendant 2 jours le sommet de la francophonie sous le thème Femmes et jeunes, vecteurs de paix, acteurs de développement. La conférence des chefs d'État et de gouvernement qui ont le français en partage devra entre autres élire un nouveau secrétaire général de l'OIF. Les précisions sur les enjeux du 15e sommet de la francophonie avec nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré, Abdul Salam Bambara. Dakar, la capitale sénégalaise, aux couleurs et au rythme du 15e sommet de la francophonie. Et c'est dans cette ambiance que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en compagnie de son épouse, est arrivé dans le pays de la Teranga. J'ai vu le président Macky Sall qui m'a, comme toujours, assuré le meilleur accueil. Bon, c'est toujours un plaisir d'être à Dakar. Pays de la Teranga, c'est un truisme de le dire. L'accueil est toujours magnifique.
Ce rendez-vous du donner et du recevoir qui se tiendra à Djamnyadji, à environ 30 km de Dakar, va discuter du thème femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs et développement. Pour accompagner ce 15e sommet, le Grand Théâtre de Dakar, transformé pour la circonstance en village de la francophonie depuis 5 jours, est devenu un véritable espace de rencontre et d'échange à travers un programme d'animation, d'exposition d'œuvres d'art et de production littéraire. Parmi ces exposants, une forte délégation malienne. À ce 15e sommet de la francophonie, il faut également compter sur les tout petits qui ont déjà donné de la voix. Le procureur général, après la cour d'appel de Bamako, Daniel Amagouin Tessogué, a animé un point de presse aujourd'hui sur l'arrestation et l'incarcération du député Bourama Tidiane Traoré, élu à Ouelessebougou. Notre reporter Makamfin Konaté s'est entretenu avec le procureur sur les motifs de l'arrestation et de l'incarcération d'un élu pourtant couvert par l'immunité parlementaire. En fait, je crois qu'il y a eu une altercation le mardi 25 novembre, vers 18h30, entre un député et le juge de paix à compétence étendue de Ouelessebougou, dans le bureau du juge. Et suite à cette annonce que le juge a eu à me faire, après une courte investigation, donc j'ai instruit à tout que le député soit arrêté pour un cas de flagrant délit. Et donc c'est ce qui a été fait. Monsieur le procureur général, nous savons que le député est couvert par l'immunité parlementaire. À quelles conditions le député doit être arrêté et incarcéré? Non, vous savez, notre boussole, c'est quand même la Constitution, qui est la loi fondamentale. La Constitution couvre effectivement d'une immunité totale de parole de député dans ses travaux, dans l'hémicycle. Mais en dehors de l'hémicycle, en cas d'infraction, il est couvert d'immunité, sauf du l'article 62 de la Constitution en cas de flagrant délit. Donc, plus c'est un cas de flagrant délit, il n'a plus d'immunité et c'est pourquoi il a été pris, il a été arrêté. Monsieur le procureur général, dans ce cas précis, l'opinion a tendance à croire à un conflit entre la magistrature et les députés, parce qu'il y a plusieurs députés qui sont cités dans des affaires judiciaires qui ne sont pas poursuivis. Est-ce pas une manière pour les magistrats de montrer leurs muscles? Non, pas du tout. Nous ne montrons pas les muscles. Il n'y a pas de conflit entre députés et magistrats. Et ça, je veux être ferme là-dessus. Il n'y a jamais eu de conflit entre les magistrats et les députés. Il ne saurait même pas y avoir de conflit entre les deux. Puisque, vous prenez la Constitution malienne, elle est claire. Elle dit le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Donc, après cet instant, où est le conflit? Il n'y a pas de conflit. Je pensais que les cris qu'on a sentis dans l'Assemblée hier sont de nature, de mon point de vue, à affaiblir l'État. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça se fasse. Ce député n'était pas en une mission de l'Assemblée nationale, à ce que je sache. Et je me suis informé, il n'était pas en mission de l'Assemblée nationale. Il n'était pas en mission de son groupe parlementaire. Il n'était même pas en mission par extrapolation de son parti. Il est allé de lui-même s'enquérir nuitamment à 18h30 dans les bureaux d'un magistrat sur des informations sur un dossier. Avouons que partir de là pour dire que c'est l'Assemblée nationale qui a été outragée en quoi, je me pose cette question. Est-ce que le député n'est pas dans son droit quand il va contrôler l'action du pouvoir judiciaire? Jamais. Jamais. Il faut que ça soit clairement dit. Un député ne peut en aucune façon contrôler l'action des magistrats. Aucunement. Il faut que ça soit très clair. Et là-dessus, sans embâche, je le dis. Le député, sa seule prérogative, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Pour la Constitution, on ne parle pas des relations entre l'exécutif et le judiciaire, ou encore des relations entre l'exécutif et le législatif et le judiciaire. On parle des relations entre le gouvernement et le Parlement. Voilà le contenu de ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la
La Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections que la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Yorosso, scrutin du 23 novembre 2014 aura lieu le lundi 1er décembre 2014 à partir de 11h au siège de l'institution si dans l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Fin cet après-midi à Bamako des travaux de la réunion de validation du plan Mali numérique 2020. La rencontre a mobilisé tous les acteurs concernés par le projet. Elle s'est achevée par une série de recommandations. Le ministre de l'économie numérique s'est engagé à mettre en œuvre ces différentes résolutions. Mahamadou Kamara est au micro de Ibrahima Traoré. Je pense qu'il y a deux points essentiels dans les recommandations. Le premier, c'est le suivi et l'exécution du plan. Il est évident qu'il ne s'agit pas simplement d'élaborer une stratégie sur le papier. Il faut ensuite l'exécuter. Et c'est là où souvent nous avons des difficultés. Nous avons prévu chaque année un atelier d'évaluation. Un atelier qui permettra aux uns aux autres de venir faire le bilan, se rendre compte de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, afin d'ajuster, d'évaluer la stratégie pour qu'elle soit effectivement appliquée. Deuxième chose importante que je retiens, c'est l'aspect financement. Il faut effectivement que la stratégie soit finalisée et que nous puissions ensemble réfléchir aux mécanismes de financement à travers l'appui des bailleurs de fonds, à travers l'État, à travers le fonds d'accès universel, à travers aussi le secteur privé qui s'est montré responsable et désireux de nous accompagner. Je vous le disais dans les titres, une bonne nouvelle dans le domaine de la lutte contre le virus Ebola. Pour la première fois au Mali, une personne atteinte du virus est guérie de la maladie. La nouvelle a été rendue publique par le ministre de la Santé au cours d'un point de presse qu'il a animé cet après-midi. Les détails avec Alousseni Touré. Une victoire sur le front de la lutte anti-Ebola. Pour la première fois au Mali, une personne contact porteuse avérée du virus Ebola a été attestée définitivement guérie. Le ministre de la Santé, entouré du professeur Sambasso et du représentant de l'OMS et de la MINUSMA, a donné cette nouvelle. L'intéressé a subi des traitements au centre et suite à ces traitements, l'arrêt des signes de la maladie a été constaté et un prélèvement de contrôle effectué le 25 novembre s'est avéré négatif à l'issue du test en laboratoire. Le 27 novembre, un second prélèvement de contrôle a été effectué, analysé au laboratoire et avéré négatif. Les services de traitement ont constaté la guérison de la personne. Ce succès sur le virus est essentiellement dû à la rapidité de prise en charge du cas. Le gouvernement rappelle en conséquence à la population que cette maladie est guérissable si elle est prise en charge très tôt. Par conséquent, le gouvernement et les services de santé invitent la population à la vigilance, à signaler tout signe pouvant évoquer cette maladie aux services compétents. Pas de présence cependant de la personne supposée guérie. Le département n'a pas eu l'autorisation de la part de la famille pour révéler son identité, encore moins de la présenter au public. On a besoin du consentement individuel parce que nous parlons d'une personne qui n'est pas mineure et du consentement de la famille parce que probablement la personne a des tuteurs. Donc pour pouvoir décliner l'identité de façon publique. Cependant, peut-être, on peut dire que la personne avait un lien avec les cas qui venaient d'être détectés récemment et donc c'était une personne contact qui était suivie. Qu'en est-il de la collaboration entre le Mali et la Guinée dans le cadre de la lutte conjointe des deux pays? Une réunion est prévue demain à Kourémalé entre les autorités de deux pays et le ministre de la Santé de Guinée y sera, de même que nous-mêmes. Et nous allons convenir de la stratégie conjointe à mener sur les deux côtés de Kourémalé, parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit, en fait, d'une même ville qui s'étale sur deux pays. Cette victoire en appelle certainement d'autres, mais le ministre réitère le message de la propriété et de l'observance des mesures édictées.
Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola toujours en milieu scolaire cette fois-ci. Grâce à l'UNICEF, le ministre de l'Éducation nationale a remis ce matin des kits d'hygiène à 2 groupes scolaires de Bamako. Il s'agit du groupe scolaire de Daoudabougou Cité 1 et le groupe scolaire d'Antémé de Dikroni Para. Ces actions visent à renforcer les mesures d'hygiène dans les établissements scolaires. Reportage de Daouda Sidikidiana. Extinction des foyers de la maladie à virus Ebola, le Mali mène une lutte tous azimuts contre ce fléau. À travers l'UNICEF, le ministère de l'Éducation nationale vient de remettre des kits d'hygiène à l'école fondamentale dotée de Dikroni-Para. Cette école de 2315 élèves a été créée en 1983. Nous sommes venus mettre à disposition de l'école des kits d'hygiène pour renforcer notre dispositif. Ils sont composés de cartons d'eau de javel, de savon liquide, de savon Koulikoro grand format et de fûts de dispositifs de lave-mains. J'ai lancé déjà un appel à tous les mécènes, les ONG et autres partenaires techniques et financiers pour qu'ils nous accompagnent dans cette lutte implacable. Et suite à cet appel, beaucoup se sont déjà manifestés, d'autres sont prêts pour les jours à venir. C'est ainsi que nous sommes ce matin avec l'UNICEF. Chaque enfant qui vient, chaque parent, chaque enseignant, n'importe qui rentre à l'école doit passer par là et se laver les mains. Si on fait ça, et si on est attentif, c'est-à-dire si quelqu'un ne se sent pas bien, il faut le dire tout de suite. D'accord? Comme ça, on n'aura pas de problème avec Ebola. Même opération au groupe scolaire de Daoudabougou Cité 1, une école de plus de 3000 élèves répartis entre les premiers et seconds cycles. Les mesures d'hygiène sont renforcées ici avec l'acquisition de ces kits. Les élèves sont conscients du danger. Depuis l'ouverture des classes, des instructions fermes ont été données par les ministres de l'Éducation nationale pour que chaque leçon du jour soit amorcée par une séquence sur la maladie, notamment les modes de transmission, les mesures d'hygiène pour éviter la maladie, les dispositions à prendre pour les cas suspects. Ce sont 500 écoles dans la ville de Bamako qui sont concernées par ces remises de kits d'hygiène. Les activités du projet de réponse d'urgence à l'épidémie à virus Ebola au Mali ont été lancées ce matin. Le projet est une initiative de Plan Mali et International Medical Corps. Les 2 organismes conjuguent leurs efforts pour aider le gouvernement du Mali dans la lutte contre Ebola. Le projet dure 2 mois et demi et coûte 491 967 000 francs CFA. C'est un appui de la République fédérale d'Allemagne. Reportage de Bouakar Sissoko. Je déclare lancer le projet Ambassade d'Allemagne, Consortium, Plan Mali et IMSI pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le projet est une riposte vigoureuse et efficace pour stopper la propagation de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Il vise, entre autres objectifs, à mettre en place un centre de formation équipé au niveau de Senam, de Bamako, partant, mettre à la disposition du Mali un personnel médical formé et qualifié pour la riposte contre Ebola d'une part, équiper, sensibiliser et mobiliser les communautés à risque afin d'éviter la propagation de la maladie d'autre part. Le projet de réponse d'urgence à l'épidémie Ebola au Mali est financé par l'Allemagne à plus de 491 967 000 francs CFA. Cette contribution d'Allemagne s'inscrit d'abord dans une solidarité internationale, mais aussi dans une approche un peu plus large de soutien ici au Mali va avoir le succès. Les résultats attendus du projet s'inscrivent en droite ligne des orientations stratégiques du gouvernement et de l'OMS. Le premier jour où nous avons pris contact avec Plan Mali et IMC, ils nous ont montré un intérêt très soutenu dans le cadre de la formation des ressources humaines, mais aussi vraiment de nous doter de moyens pérennes pour qu'on puisse continuer à préparer la riposte, mais aussi à faire face à la prise en charge des cas présents. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 2 malades qui sont pris en charge dans notre site. Nous pensons bien pouvoir gagner cette bataille. Plan Mali et IMC ont donc décidé de conjuguer leurs efforts et expertise pour aider le Mali
et les autres acteurs à vaincre la maladie à virus Ebola à travers ce projet. Plus de 25 millions de francs CFA, c'est la valeur des matériels sanitaires remis hier à l'armée malienne. Le don est composé d'une ambulance médicalisée, 30 lits, 100 moustiquaires, 5 bureaux avec armoire et 3 réfrigérateurs d'une capacité de 140 litres. Ce geste de la société Yara Import-Export Espoir de demain s'inscrit dans le cadre des contributions à l'effort de guerre. Agali Agissa. Chaque citoyen doit apporter sa contribution à l'édification nationale. Un serment bien respecté au niveau de la société Import-Export Espoir de demain. En effet, le directeur de la société, Sourayara, a doté l'armée d'une ambulance équipée, 30 lits, 5 bureaux avec armoire, 100 moustiquaires imprégnés et d'autres matériels non moins importants. Le don est estimé à plus de 25 millions de francs CFA. M. Yara apporte ainsi sa contribution à l'effort de guerre. Cette action hautement sociale témoigne non seulement tout l'attachement que le peuple malien fait montre à l'égard des forces armées et de sécurité, mais également la franche collaboration entre l'Espoir de demain, Import-Export au Mali et le ministère de la Défense. Ce matériel ira directement dès demain, on va le mettre en route sur Tibi, sur Séguéla et sur Koutiala, où actuellement nous avons des militaires en formation. La multiplication de telles initiatives contribue à la performance des forces armées. Le temps est donc donné à d'autres bonnes volontés d'imiter les gestes du directeur de la société Espoir de demain. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères lance une vaste opération de marquage des armes légalement détenues en République du Mali. Cette opération consiste à identifier, voire répertorier toutes les armes des forces armées de sécurité et celles acquises légalement par d'autres personnes. Fadema Keita. 1300 personnes sont victimes des armes légères par jour à travers le monde selon l'Organisation des Nations Unies. Ces armes constituent donc un facteur d'insécurité sociale. Le marquage des armes légères et du petit calibre reste donc l'une des solutions à ce phénomène. C'est pour permettre, en tout cas aux différents utilisateurs de ces armes-là, de se faire une idée de l'existence, de ce qu'ils ont d'abord. Et cela va permettre de vérifier effectivement ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. C'est aussi permettre à la meilleure maîtrise de la circulation de ces armes-là. L'opération initiée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères s'inscrit dans le cadre de la Convention de la CEDEAO relative au marquage et au traçage des dites armes. Ce marquage des armes de la direction des eaux et forêts vient à point nommé. Si l'on sait les conséquences humaines, sociales, économiques et politiques de la prolifération anarchique des armes, avec son lot quotidien de victimes, de populations déplacées, d'enfants soldats, d'enfants déscolarisés, avec la fuite des investisseurs étrangers et la mise en cause quasi permanente de nos acquis en matière de démocratie et de développement des droits de l'homme. Après la Direction nationale des eaux et forêts, les experts maliens, constitués des forces armées et de sécurité et paramilitaires, spécialisés dans le marquage et la traçabilité des armes, poursuivront leurs opérations dans toutes les unités et garnisons du pays. Un groupe de 201 Maliens rapatriés de la République centrafricaine à cause des violences entre musulmans et chrétiens est arrivé ce vendredi à l'aéroport de Bamako-Sénou par un avion affrété par le gouvernement. Ils ont été reçus par une délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Maliens de l'Extérieur, Agibou Koulibaly. C'est aux environs de 0h50 que le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou avec à son bord 200 de nos compatriotes rapatriés de la Centrafrique. Ils étaient accompagnés par le consul général du Mali au Cameroun. Vous vous souvenez déjà au mois de mars 2014, il y a eu une première vague de 720 personnes. Donc, c'est un vol spécial qui a été affrété par le gouvernement. Déjà, à partir de Centrafrique de Bangui, il y a 3000 personnes qui avaient été directement rapatriées aussi sur le Mali. Donc c'est dire que c'est un très gros effort du gouvernement pour tirer des problèmes, des difficultés nos compatriotes.
Ce rapatriement a été possible grâce au concours du ministère des Maliens de l'extérieur avec l'appui des départements en charge des finances, de la protection civile, des affaires étrangères et de l'Organisation internationale pour les migrants. Et je pense que c'est très important de souligner cette initiative du gouvernement du Mali qui a fait un grand effort pour appuyer des citoyens qui étaient en détresse après avoir passé des moments très difficiles en Centrafrique. Ils étaient en détresse au Cameroun et nous on est très heureux d'avoir appuyé le gouvernement du Mali. Nous rendons grâce à Dieu que nous ayons réussi à sauver le maximum de Maliens. Et c'est l'aventure qu'ils ont choisie. Il arrive que ça finisse mal et de plus en plus ça finit mal. C'est pourquoi nous décourageons l'immigration sauvage. Il faut toujours aller avec un esprit de retour, faire en sorte qu'on puisse revenir en bonne et due forme sans qu'on ait mette à contribution tout un pays. Les rapatriés ont été conduits à la direction de la protection civile, où ils ont passé la nuit avant de regagner leur domicile. Selon les autorités, d'autres vols spéciaux sont programmés ultérieurement pour les Maliens vivant en Libye. Remise jeudi d'un lot de 2 ouvrages dramatiques au ministre de la Culture intitulés Graines de chef et le costume sacré. Cette donation de 172 livres est une initiative de Samba Niaré et Brima Mariko, 2 acteurs culturels de notre pays. Le geste se veut une contribution des pièces de théâtre des Semaines nationales de la jeunesse et des biennales artistiques et culturelles des jeunes dans la construction du Mali. Pour plus de détails, nous écoutons Samba Niaré, auteur dramatique. Il est au micro de Modibo Soare. D'abord, c'est 2 ouvrages portants, c'est 2 ouvrages dramatiques. Le premier titre, c'est Graines de chef, qui a été joué en 1982 par la troupe du district. La deuxième œuvre est également une pièce de théâtre qui porte le titre de Le costume sacré, également représenté par la troupe du district, dont le directeur est curieusement dans cette même salle. Alors, elle a été jouée lors de la Semaine nationale des arts et de la culture. On peut dire en résumé que Graines de chef parle de l'alternance au pouvoir, problème de gouvernance donc. Et le costume sacré parle également d'acquaintance du monde des intellectuels par rapport à leur indifférence par rapport également au pouvoir. Et a priori, c'est des ouvrages qui sont destinés au monde scolaire, relevant du département de la culture, l'INA, c'est-à-dire l'Institut national des arts, le conservatoire multimédia Bala-Fasségué Kouyaté et également la Bibliothèque nationale. L'objectif, c'est faire en sorte que les ouvrages soient connus en dehors des scènes sur lesquelles ces ouvrages ont été représentés sous forme de pièces de théâtre. Le premier don que nous venons de faire s'adresse essentiellement au département de la culture, département de tutelle. Le deuxième don interviendra au niveau soit du ministère de l'Enseignement supérieur, soit du ministère de l'Éducation. En 5e région, l'ONG Agir vient de doter 14 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement de Mopti et de Douanza, un cahier à message portant sur notre environnement. La remise symbolique s'est déroulée hier jeudi à l'école fondamentale de Banguetaba, premier cycle de Sévaré, en présence des responsables des structures bénéficiaires. Reportage de Jules Sambou Sissoko. Investir dans l'éducation et l'environnement constitue un bon investissement. Cela est bien compris des responsables de l'ONG Agir. La preuve, cette donation symbolique du cahier à message sur notre environnement au centre d'animation pédagogique de Mopti, Djéné, Sévaré, Sofara, Ténékou et Youaou de l'Académie d'enseignement de Mopti, ainsi que les CAP de Banyagara, Bankas, Douanzam, Djongani, Koro, Madougou, Sanga et Sokoura de l'Académie d'enseignement de Douanzam. Le geste est apprécié à sa juste valeur et utilité. C'est un don dans le cadre de l'environnement. Donc ces cahiers qui nous ont été donnés par les partenaires et avec des modules pour les enseignants sont des éléments nécessaires pour la prise en charge de cet aspect de l'école. Nous prenons l'engagement de faire en sorte que ces cahiers arrivent aux bénéficiaires. Un document comme celui-ci, un cahier d'éveil, fera, n'est-ce pas, son effet quand il atteindra ses bénéficiaires. Nous sommes une académie vaste de 8 CAP, donc nous avons certainement beaucoup de besoins.
Cette donation fait suite à celle de l'Académie d'enseignement de sang au profit des CAP de Sang, Bla, Tominam, Kemparana et Yoroso en région de Ségou. Partout où l'ONG Agir passe, elle vulgarise ceci. La prise en compte de son milieu n'est pas forcément une contrainte économique. Le contenu de notre communiqué avant de poursuivre en image. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a tenu ce vendredi au siège de l'institution sa 471e réunion. La session consacrée à l'évolution de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest et les activités de la mission de soutien de l'Union africaine à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Une séance publique qui a réuni autour du président du mois du CPS tous les représentants des pays concernés par l'épidémie et les partenaires techniques et financiers. Le directeur des affaires sociales de l'Union africaine a fait un exposé exhaustif de la situation marquée par une stabilisation de la situation dans les pays les plus touchés par le virus, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Il s'est dit aussi préoccupé par l'apparition de la maladie au Mali, son impact négatif sur les économies des pays directement affectés et les menaces sur le processus d'intégration et sur la paix et la sécurité régionale. Le directeur a profité de l'occasion pour faire le point sur les contributions financières et le déploiement d'ici la fin du mois de novembre de près de 1000 personnels médicaux dans les zones affectées. Environ 200 millions de francs CFA, c'est le coût total du projet d'investissement via ANICT du PACT GIZ au profit des populations de la commune rurale de Diabali touchées par la crise de 2012. Les responsables du projet et leurs partenaires locaux viennent de procéder à l'inauguration d'une nouvelle salle de classe et à la pose des premières pierres d'autres infrastructures financées à Diabali Koura et à Kogoni Bozo. Reportage de Fousséni Samaki. Le projet d'investissement PACS GIZ via ANICT dont il est question s'articule autour de 4 grandes activités dans la commune rurale de Diabali. En plus d'une salle de classe équipée inaugurée ce jeudi, les responsables du projet et leurs partenaires ont posé la première pierre d'une autre nouvelle classe à Diabali Koura, la première pierre d'un forage à Kogoni Bozo. Des projets de développement local sont financés, le tout pour un coût de 200 millions de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans les résultats des diagnostics du débat communal de Diabali touché par la crise sécuritaire de 2012. Nous sommes à 20 millions environ. Mais en plus de cela, il est prévu un financement conséquent au niveau de l'ANICT, via l'ANICT, environ 192 millions pour venir en appui à la commune de Diabali. Les bénéficiaires ont apprécié cet accompagnement. Notre partenaire de tous les jours, le pacte GIZ, en nous aidant à construire cette classe et procéder en même temps la pose des briques de la deuxième classe, nous réconforte dans une dimension socio-culturelle. La santé plus l'école, l'éducation, c'est tout ce que nous recherchons aujourd'hui. Je leur demande de prendre soin de ces infrastructures-là parce que, comme on l'a dit, ça peut servir aujourd'hui, mais demain aussi ça peut servir. Depuis l'attaque djihadiste du 14 janvier 2013, les packs GIZ multiplient les initiatives dans les domaines de l'éducation, la santé et autres projets de développement dans la commune rurale de Diabali. Séparer l'année des études de l'année de réalisation des travaux, c'est la vision du plan annuel de travail 2015. Cette vision a été présentée au comité d'orientation du projet d'appui aux communes urbaines du Mali qui a ouvert hier jeudi les travaux de sa session. Les décisions de cette session s'inscriront dans l'amélioration de la décentralisation et de la gouvernance locale. Pour la 7e fois consécutive, se rencontrent les membres du comité d'orientation du projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACOUM. Le comité, au regard des nombreux défis auxquels il doit faire face, se doit d'être vigilant tout au long des travaux de cette session. De plus en plus, un nombre croissant de citoyens vont vivre dans les villes et cela sera constant au cours des prochaines décennies. Donc il est important que l'aménagement du cadre de vie dans les villes fasse l'objet d'une préoccupation particulière des autorités. Le projet PACOUM, en fait, il vise surtout à apprendre à nos villes à mieux gérer l'environnement urbain et à acquérir des techniques de gestion qui leur permettent d'être beaucoup plus efficaces. Déjà, le comité souhaite adopter un budget à la dimension de ses ambitions pour les villes tests. Pour 2015, le plan annuel est chiffré à environ 12 milliards de francs CFA. Il permettra d'achever les travaux engagés déjà au niveau des villes. Cette fois, les projets souhaitent une convergence des efforts de tous les acteurs pour permettre aux villes bénéficiaires d'absorber la totalité des ressources financières à leur disposition.
Dans le cadre de la commémoration de l'année internationale de l'agriculture familiale et celle de la journée internationale de l'innovation paysanne, s'est ouverte ce matin au Palais de la Culture de Bamako, la première édition de la foire aux innovations paysannes, foire organisée par le programme Promotion de l'expérimentation et de l'innovation paysanne au Sahel, en collaboration avec l'association des organisations professionnelles paysannes AOPP, IER et APECAM. Mamari Kone. Nul n'est sans savoir l'importance des innovations dans le développement de l'agriculture familiale. Ces innovations visent la transformation des produits, l'organisation et l'équipement des paysans. En initiant ce premier salon des innovations paysannes, le programme Promotion de l'expérimentation et de l'innovation paysanne au Sahel, au Profeis, et ses partenaires qui sont l'AOPP, l'IR et l'APECAM, veulent mettre en exergue les efforts des paysans innovateurs venus des régions de Ségou et de Mopti. L'agriculture est essentielle et capitale pour réduire l'insécurité alimentaire, la pauvreté. Il existe un lien étroit entre l'agriculture et la recherche agricole. On ne peut pas dissocier l'une de l'autre. Et les défis mentionnés ci-dessus sont si complexes qu'aucun acteur ne peut prétendre les résoudre seul. D'où la nécessité de partenariats multi-acteurs où chercheurs, vulgarisateurs et paysans doivent travailler ensemble. Les intervenants du jour sont tous convaincus que les innovations paysannes peuvent apporter une solution aux trois maux dont souffrent les paysans du Sahel, à savoir l'insécurité alimentaire, la pauvreté et la dégradation des sols. Si une transformation de l'agriculture au Sahel est nécessaire, voire indispensable, elle doit se baser sur la créativité des paysans africains, le renforcement de leur capacité à innover et à expérimenter et l'amélioration de leurs moyens d'existence. Les innovations qui seront exposées dans la quinzaine de stands pendant ces 2 jours concernent l'utilisation des produits locaux pour réduire l'incidence du striga sur les céréales, la couveuse à banco et le greffage pour la préservation des espèces forestières. La foire sera également mise à profit pour animer des conférences débats sur l'enregistrement des exploitations familiales, l'acte uniforme de l'OADA relatif aux sociétés coopératives et les agropoles. Des prix seront enfin décernés aux meilleures innovations. À travers ce salon, on peut dire sans risque de se tromper que nos paysans commencent à trouver des réponses aux aléas naturels causés par les changements climatiques. Une mission de l'ONG ECORD vient de visiter des champs de sorgho hybrides et d'adoption à Ouri dans le cercle de Bougouni. L'objectif était de s'enquérir de l'état de ces champs avant la récolte. Avec ces nouvelles variétés de semences sorgho, la production passe d'1 à 4 tonnes par hectare. Moussa Fane. Pour assurer la sécurité alimentaire au Mali, l'ONG ECORD travaille à vulgariser de nouvelles variétés de semences sorgho. Ces variétés de sorgho hybrides sont Nyeleni, Siwa, Grignayerewolo et Kofa. La vulgarisation à grande échelle de ces variétés contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire, l'une des priorités du gouvernement. Depuis 3 ans, nous sommes partis de 2 hectares. Aujourd'hui, nous sommes à 30 hectares de semences hybrides, maïs et sorgho dans ces zones-là. Les gens ont parfaitement compris. Et les producteurs, ceux-là aussi qui achètent ces semences, ont compris quelle est la différence en termes de potentiel de rendement entre une semence hybride et une semence conventionnelle. La diffusion de ces semences hybrides est rendue possible grâce aux partenaires techniques et financiers de l'ONG ECORD. Avec les sorgho hybrides, la production devra passer d'1 tonne à 4 tonnes à l'hectare, d'où la satisfaction des paysans. Je peux dire qu'avec les sorgho hybrides, nous lutterons efficacement contre l'insécurité alimentaire. J'invite les agriculteurs à s'y intéresser pour assurer la sécurité alimentaire. Il faut imaginer, ces variétés de semences sont produites ici, chez nous. En plus, elles sont adaptées à la pluviométrie de notre pays. L'ONG ECORD entend vulgariser ces variétés de sorgho hybrides dans toutes les régions du Mali. Elle appuie également les coopératives paysannes dans la commercialisation des semences. Le contenu de notre communiqué ce jour, jeudi
Hier, bien entendu, jeudi 28 novembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola se présente comme suit. 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et la fillette de Caille, 5 décès dont 4 liés aux patients guinéens. Un cas confirmé est en traitement dans un centre spécialisé. 0 nouveau cas confirmé ce jour. Un cas suspect testé négatif ce jour. L'éveil de suivi sur 2 personnes contacts. Le nombre de personnes contacts est de 286. Le nombre de contacts suivis ce jour est de 285. Le nombre de contacts non vus est de 1, soit un taux de suivi de 99,5%. Par ailleurs, le gouvernement signale qu'un cas initialement positif a été guéri et contrôlé négatif ce jour. Le gouvernement se réjouit de cette évolution et félicite tous les services et toutes les personnes qui ont contribué à l'identification, au suivi et à la prise en charge jusqu'à guérison de cette personne. Le gouvernement rappelle en conséquence à la population que la maladie à virus Ebola peut être guérie avec une prise en charge précoce. Par conséquent, le gouvernement appelle à la population à la vigilance et à signaler tous signes pouvant évoquer cette maladie aux services compétents afin de réunir toutes les conditions favorables à une guérison. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec rigueur les consignes de contrôle sanitaire. Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées, à déclarer positif à se faire signaler pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. Le programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition voit le secours du ministère du Développement rural. Il vient en effet de mettre à la disposition des services techniques de l'élevage et des productions animales de Nioro du Sahel un important lot d'équipements bureautiques, informatiques et des engins roulants. Il s'agira à travers ce don de renforcer les capacités opérationnelles de ces services qui jadis se trouvaient dans un manque crucial. Correspondance depuis Nioro du Sahel de Moussa Diakité. Composé de motos, d'armoires métalliques, de bureaux, de fauteuils, des chaises, d'ordinateurs, d'imprimantes multifonctions, des tableaux PADEX et de diverses fournitures de bureau. Ce don permettra aux bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de travail en matière de santé et de production animale dans les cercles. Nous avons fait le constat que nous intervenons à travers un faire-faire et à cet effet nous travaillons beaucoup plus avec les services locaux. Et sur cette base, nous avons fait le constat que ce sont des services qui sont carrément démembrés. Et aujourd'hui, ils ont du mal à exécuter correctement leur mission régalienne. Renforcer les compétences et capacités des services vétérinaires et celui des productions et industries animales, garantir la durabilité de leurs actions en cours, leur permettant de jouer pleinement leur mission régalienne, sont les objectifs visés par cette donation. Je suis très ravi de les recevoir. Ça va permettre d'améliorer nos conditions de travail. Je vais demander aux autres partenaires de suivre l'exemple du Fonds belge de sécurité alimentaire en accompagnant nos services. Notons que la composante élevage mise en place par les ONG Initiative Conseil et Développement ICD dans le cadre du programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition a en charge l'amélioration de l'accès des producteurs aux services de la production, l'appui aux ménages les plus vulnérables, l'aménagement pastoral et la gestion des ressources naturelles, entre autres. Près de 38 millions de francs CFA, c'est le montant débloqué par la coopération suisse pour la réhabilitation des locaux de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. Une lueur d'espoir pour les populations qui pourront désormais bénéficier des services de la mairie. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Dans le cadre du projet de restauration des infrastructures de base, une convention d'assistance financière a été signée entre la coopération suisse et la commune urbaine de Tombouctou. Pour la réalisation de cet ambitieux projet, la Suisse vient de réhabiliter les locaux de la mairie pour un montant près de 38 millions de francs CFA. La coopération suisse a jugé nécessaire de renforcer les capacités de la commune urbaine en termes de planification, en termes de conception, de programmation et de l'appuyer aussi à réaliser les projets prioritaires qu'elle a identifiés dans le cadre de son programme de développement. Et aujourd'hui,
c'est vraiment un grand changement. C'est des lueurs d'espoir, de bien travailler, des lueurs de développement, c'est des lueurs d'être au service de mes populations. Mais mon personnel également est dans de très bonnes conditions de travail. Donc on sera obligé de rendre un service adéquat à la population. Les représentants du préfet ont souhaité l'élargissement de cette initiative à d'autres communes. Nous souhaitons l'extension de ce programme combien salutaire aux communes rurales du cercle de Tombouctou qui ont vu leurs infrastructures saccagées pendant la crise de 2012. C'est le lieu de demander à monsieur le maire et à son équipe de prendre soin de ce joyau architectural qu'est l'hôtel de ville de Tombouctou réhabilité. La cérémonie d'inauguration a regroupé les autorités politiques et administratives et la société civile. La mutuelle des travailleurs de l'ORTM a tenu hier son 3e congrès ordinaire. À l'ordre du jour de ses assises, le bilan des 3 dernières années et les perspectives pour le nouvel exercice à ce jour. Le solde de la mutuelle de l'ORTM est estimé à plus de 70 millions et demi de francs CFA. Reportage de Nounou Sissoko. Le relèvement du taux des cotisations mensuelles de 2 000 à 5 000 francs CFA, la demande de subvention auprès de la direction de l'ORTM, l'octroi de 21 millions de francs CFA aux partants à la retraite de décembre 2014, ce sont là, entre autres recommandations formulées par le 3e congrès statutaire de la mutuelle des travailleurs de l'ORTM. Un congrès qui a aussi passé en revue les activités menées. L'ASM a perçu sur les 3 dernières années 60 millions comme cotisation de ses adhérents, 1 million de droits d'adhésion et 5 millions comme revenus sur les prêts accordés à ses adhérents. L'ASM a dépensé sur les 3 dernières années environ 7 millions francs CFA en charge de fonctionnement et versé 36 millions de prestations à ses adhérents ou à leurs ayants droit. En ce qui concerne les prestations, la mutuelle de l'ORTM a consenti de 2009 à 2014 121 910 000 francs CFA pour les prêts tabaski et les prêts scolaires, 76 975 750 francs CFA pour les indemnités de départ à la retraite. Après toutes ces dépenses, le solde actuel est de 70 565 705 francs CFA. Cette mutuelle bénéficiera de l'accompagnement de la direction de l'ORTM et du centre d'appui aux mutuelles, associations et sociétés coopératives CAMAS pour l'atteinte de ces objectifs. L'assurance a été donnée par les responsables de ces structures. En tant qu'outil de développement de la mutualité, mon centre se tiendra désormais à vos côtés pour accompagner votre mutuelle dans sa quête permanente de performance pour la satisfaction des besoins de ses multiples adhérents. Je salue la tenue de ce congrès qui témoigne de la vitalité de votre organisation. Je reste persuadé que vous ferez des propositions et suggestions pertinentes pour gagner le pari de la mobilisation, de la professionnalisation et de la consolidation des acquis. Ce pari, vous pouvez, j'en suis sûr, le gagner, Inch'Allah, avec l'accompagnement de la direction générale. À la fin des travaux, Mme Diallo Mariam Touré a été portée à la tête d'un bureau de 21 membres pour un mandat de 3 ans. Pour un rappel, la mutuelle de l'ORTM a été lancée sur les fonds baptismaux en 1985 par 33 agents. Aujourd'hui, elle totalise 870 adhérents, soit 90% des effectifs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.